Alors, peut-on critiquer les droits de l'homme? On y va? Peut-on critiquer les droits de l'homme? On va essayer de le faire intelligemment. Je commence par vous mettre dans le bain par cette citation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Voilà, alors ça c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de française 1789, qui n'est pas tout à fait celle qui inaugure cette tradition de déclaration des droits, mais celle peut-être qui formalise le mieux les choses et qui fait l'effet d'un coup de tonnerre. Alors, la thèse que je vais défendre devant vous, thèse que j'espère arriver à rendre, est que nous sommes devant une transformation assez profonde avec cette affaire de droit, de déclaration des droits. Changement, mutation assez profonde que nous sommes peut-être voilà, citoyens du temps présent, en capacité d'apercevoir. Alors, j'annonce d'emblée l'idée que je vais tenter de démontrer et qui sera l'objet plutôt de ma troisième partie. L'idée, c'est que nous en terminons avec l'entrée dans le droit, avec le régime de la loi. Et donc, il y a le régime du droit met fin, clôture, même si évidemment on peut penser la superposition, le régime de la loi. Nous sommes dans un temps de tentation, enfin de tentative plutôt que de tentation, de vivre sans la loi, le droit sans la loi. Bon. Alors, c'est une thèse qui va sembler très paradoxale et un peu étrange parce que nous sommes assaillis par les lois, par les réglementations en tout genre. Mais il n'empêche que la loi a changé de nature. Et la loi qui est la nôtre et qui se développe dans le régime du droit n'est plus la loi, si j'ose dire, à l'ancienne. Bon. Et donc, c'est ça c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que c'est une profonde transformation de l'existence humaine, de la vie en société, de la vie du sujet humain, que de vivre sans la loi, non plus sous le régime de la loi, mais sous le régime du droit. Bon. Donc je vais défendre le basculement, et je le défendrai plutôt dans ma troisième partie. Bon. Dans une première partie, je vais prendre la position inverse, contraire, qui est la position qui est bien défendue par un philosophe allemand qui s'appelle Hegel, et qui lui considère que cette déclaration des droits s'inscrit dans une grande continuité, qu'elle ne bouleverse pas grand-chose, qu'elle radicalise ce qui était déjà acquis. Et pour lui, ce qui se radicalise dans cette déclaration des droits de l'homme, c'est le christianisme. C'est-à-dire que Hegel est vraiment celui qui défend qu'il y a une profonde continuité entre le christianisme et la déclaration des droits. Et c'est notre idée, enfin c'est l'idée que l'on trouve dans l'opinion.
Bon, et c'est cette idée qui, à mon avis, mérite d'être interrogée. C'est cette idée, je dirais qu'il est temps d'interroger. Parce qu'à l'heure du droit au mariage homosexuel, à l'heure du droit à la mort douce, à l'heure du droit à l'enfant, bon, toutes des choses qui sont pas tout à fait effectives, mais dont on parle, on peut interroger l'affiliation chrétienne de cette déclaration solennelle des droits. Voilà. Donc dans un premier temps, on va parler de Hegel parce que c'est une belle philosophie des droits de l'homme. Et il tente d'aller au fondement, donc c'est intéressant. Je donnerai ensuite la parole à un critique des droits de l'homme, qui est Karl Marx, qui est un penseur très marqué par Hegel. Et puis, voilà. Et puis ensuite, j'essaierai de montrer qu'au fond, cette opposition est superficielle et manque l'objet peut-être de la modernité, qui est de se débarrasser purement et simplement de la loi. Ce qui change énormément de choses dans la vie sociale et même pour le sujet humain. Voilà. Alors, on y va avec Hegel, puisque c'est lui, comme je le disais, qui est tout à fait persuadé, et il a énormément d'arguments qui sont très convaincants pour dire que cette déclaration des droits de l'homme a pour fondement le christianisme. Alors, il y a plusieurs arguments qui sont presque imparables. Le premier d'entre eux, c'est que le christianisme affirme, peut-être de manière unique, en tout cas très forte, l'égalité de l'homme, ou en tout cas l'égale dignité de chaque homme. Chaque être est créature de Dieu, en ce sens-là, sur un plan d'égale dignité, ce qui a des traductions très concrètes. C'est-à-dire les premières assemblées eucharistiques sont des assemblées mixtes, hommes et femmes sont mélangés, esclaves et maîtres sont mélangés, nobles et manants sont mélangés. Voilà, donc la table eucharistique rassemble les brahmanes, les intouchables, les circoncis, les incirconcis. Donc le christianisme, c'est vraiment la révolution permanente, puisque ça met fin à toutes les séparations entre les hommes en affirmant un plan d'égalité. Et donc le plan d'égalité politique, qui sera celui affirmé en 1789, est en fait déjà acquis depuis longtemps sur le plan métaphysique. Et donc le plan politique ne fait que s'ajuster au plan métaphysique, dans cette affirmation centrale de la dignité de chaque homme. Alors, il n'y a pas évidemment dans la Bible de déclaration des droits, mais on trouve des prémices, on peut s'amuser à trouver des prémices, notamment dans cette obligation qu'ont les maîtres de laisser libre le jour du sabbat. C'est-à-dire qu'il y a le droit pour l'esclave de ne pas travailler. Et d'ailleurs, c'est un droit qui s'étend aussi aux animaux. Hein. Je vous ai mis le texte d'ailleurs, parce que c'est très très beau. Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un Shabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Bon. Donc il y a obligation de laisser, il y a comme un espèce de droit au repos, droit à la contemplation, droit à l'exercice du culte qui inspire, chacun sait ça, directement le code noir qui entre en vigueur à La Réunion au moment de l'absolutisme. Hein. C'est un truc qui est fait par Louis XIV, par les juristes de Louis XIV, et c'est exactement la même idée. Hein. Là aussi, je cite, hein, « Enseignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer régulièrement les jours de dimanche et de fête, leur défendons de travailler leurs esclaves aux 10 jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre et à tous les autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres. »
et de confiscation des esclaves qui sont surpris par nos officiers dans le travail. Donc ça devait arriver. Mais il y a l'obligation voilà, de permettre à l'homme, à l'esclave, de se reposer. Il y a un droit au repos, un droit au congé hebdomadaire. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait que l'esclave, parce que c'est ça le point central quand même, qu'est-ce qui fait que l'esclave, même l'esclave, qui pourrait être considéré comme rien, qu'est-ce qui fait que l'esclave a des droits? Bon, parce que le plan d'égalité ne permet peut-être pas de penser ça. Qu'est-ce qui fonde sa dignité? Qu'est-ce qui fait que lui aussi, il a droit à des droits? Alors évidemment, on peut s'abriter derrière des représentations religieuses. On peut dire, bah oui, c'est parce qu'il est une créature de Dieu. Bon, mais c'est une représentation religieuse. Alors Hegel essaye d'aller au fondement de ça, et il voit dans le fondement des droits de l'homme la liberté. C'est parce que l'homme est un être libre qu'il a des droits. C'est parce que l'homme est un être particulier dans la nature, c'est pas l'égal d'un animal, c'est pas une chose, c'est un être libre, et c'est cette liberté qu'il faut protéger. Alors, la liberté, je vais essayer de développer un peu ce concept de liberté. La liberté première, fondamentale, même si elle peut nous paraître la plus abstraite, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire. Personne ne peut forcer quelqu'un à croire, et presque on pourrait dire que c'est impossible. Il y a une liberté de la conscience. Pour les catholiques, alors les protestants ne sont pas d'accord, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Pour les catholiques, même la Vierge Marie, devant l'ange Gabriel, pouvait dire non. Bon. Donc il y a une pleine liberté de la conscience qu'il faut respecter. C'est là le respect de la liberté fondamentale de la conscience. Vous n'avez pas le droit de forcer quelqu'un à croire ce que vous avez envie qu'il croie. Vous ne pouvez pas forcer sa conscience. Bon. Et cette liberté, elle ne se contente pas. Alors c'est pas simplement la liberté intérieure, c'est pas simplement la liberté de l'esprit. C'est la liberté de la personne. Et la personne, dans ce qu'en dit Hegel, c'est la personne au sens qui a un corps. C'est la personne aussi qui a des biens. Bon, et c'est cette personne-là dont vous n'avez pas le droit, enfin sur lequel vous n'avez pas le droit d'exercer de violence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exercer de violence à l'égard du corps. Violenter le corps, c'est violenter la personne. Vous ne pouvez pas dire je violente le corps, mais je ne touche pas à sa personne. Non. Violenter le corps, c'est faire violence à la personne. Et violenter les biens de la personne, c'est aussi faire violence à la personne. Vous ne pouvez pas dire bon, je te vole, mais je ne te fais pas violence. Si. Pour Hegel, il y a une dimension d'incarnation de l'esprit, de mondanéisation de l'esprit, d'objectivisation de l'esprit, de sorte que dès que je fais violence à une des dimensions, les biens, la propriété privée, le corps ou l'esprit, je fais violence à la personne. Bon. Donc l'homme a des droits, il a le droit à à l'intégrité de son corps, il a le droit à la possession de ses biens, à la libre possession de ses biens, et c'est cette liberté fondamentale que les droits viennent déclarer et protéger. Et c'est vraiment tout l'effort de la pensée politique moderne de dire, au fond, il y a un rôle de l'État qui est de protéger la liberté des personnes, de protéger la liberté des individus. Voilà, alors Hegel insiste, il est de ceux qui insistent sur l'idée que les droits de l'homme sont vraiment les droits de l'homme. Ce sont les droits de l'homme concrets, celui que l'on croise dans la rue, celui qui est engagé dans la société. C'est cet homme-là qui a des droits au sens, qui est un être libre, et vous ne pouvez pas le violenter. Vous ne pouvez pas nier son droit. Bon, il n'y a aucune négation du droit qui est permise. Hegel et tous les penseurs des droits de l'homme sont assez rigoureux là-dessus. La négation du droit, même sous prétexte d'aller plus loin dans les droits,
la négation, par exemple, révolutionnaire des droits n'est pas admise. Il y a une absoluité du droit qui ne peut jamais, sous aucun prétexte, être niée. Bon. Alors, tout ça, c'est bien beau et c'est très beau, parce que Hegel est quelqu'un qui nous dit, au fond, quelle est la raison de cette déclaration, quel est l'objet de cette déclaration, voilà, protéger l'homme en tant qu'il est un être libre, donner un rôle à l'État, même si pour Hegel ce ne sera pas suffisant, qui est de protéger cette liberté, protéger ces droits fondamentaux de la personne. Alors, tout ça est bien beau, mais quelles sont les difficultés ou les limites ou les difficultés. Alors, la première difficulté, on va laisser installez-vous. Nous sommes dans l'exposé des droits de l'homme. Et alors, pour résumer ce que je viens de dire, c'est difficile. Mais enfin, non, voilà, nous sommes dans l'idée que les hommes ont des droits, voilà. Les hommes ont des droits parce qu'ils sont libres, et que la Déclaration des droits de l'homme veut protéger l'homme en tant qu'il est un être libre. Alors, premier embêtement de cette déclaration. Mais en un sens, Hegel nous permet peut-être déjà d'y répondre parce que c'est un esprit rationnel, mais le premier embêtement, il est vrai que quand on lit ces déclarations, à chaque fois, il est question d'un principe métaphysique. À chaque fois, vous avez sous les auspices de l'être suprême. À chaque fois, vous avez... Alors Jefferson, c'est le plus clair. Nous tenons ces déclarations d'indépendance américaine, nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Et tous les déclarateurs ont besoin, et je crois que c'est quand même assez significatif, ont besoin de cette caution métaphysique. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. La déclaration française, c'était sous les auspices de l'être suprême. Et c'est vrai que c'est pas facile de penser un être dans la nature qui est particulier, qui est libre, qui a des droits, alors que les autres n'en ont pas. Alors pour penser cet être dans la nature qui a des droits alors que les autres n'en ont pas, même le dernier a des droits, on fonde cette idée sur une entité métaphysique. Bon. Et c'est un peu le paradoxe de notre temps, enfin c'est un des paradoxes de notre temps, mais il y en a d'autres et des plus graves, que de vouloir au fond la déclaration des droits, mais absolument pas le principe métaphysique qui est dans toutes les déclarations des droits. C'est-à-dire on veut une déclaration des droits, mais on s'empresse de supprimer tout le fondement métaphysique de cette déclaration des droits. Bon. C'est une première difficulté, mais je crois qu'elle est quand même assez profonde, parce qu'on est bien aujourd'hui dans la question de qu'est-ce qui va fonder la dignité de l'homme par rapport à la dignité de l'animal. Ce n'est pas des questions qui sont derrière nous. Si vous entendez des militants du véganisme, c'est des questions qui sont brûlantes. Qu'est-ce qui va fonder le droit de l'homme à manger la vache et la dignité de l'homme par rapport à la vache. Bon. Donc c'est pas une petite chose. Bon. Le deuxième embêtement, et là il est très bien vu par Hegel et par les philosophes des droits de l'homme en général, mais il est complètement inaperçu de notre temps, et c'est totalement catastrophique, c'est que la Déclaration des droits de l'homme dit quelque chose de très nécessaire, mais de très insuffisant. Ce que dit la Déclaration des droits de l'homme, c'est « respecte la personne ». C'est ce que Hegel appelle le commandement juridique, c'est-à-dire « respecte la personne ». Bon. Alors c'est très bien. Je vous cite Hegel, la prescription du droit est par conséquent soit une personne et respecte les autres en tant que personne. Bon. Pour la même raison, son abstraction, la nécessité de ce droit se borne à l'aspect négatif, qui consiste à ne pas attenter à la personnalité et à ce qui suit de celle-ci. Ne pas attenter à la personnalité et à ce qui suit de celle-ci. Pour ceux qui suivent, ce qui suit de celle-ci, c'est la propriété privée, par exemple. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très bien, le commandement juridique respecte la personne, mais
Kant, qui vient un peu avant Hegel, signale la difficulté de façon lapidaire et géniale, dans une phrase qui est très vraie, que je voudrais prendre le temps de démontrer. Même, je la paraphrase un peu, même un peuple de démons pourrait se gouverner selon les principes de la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait tout à fait être démoniaque et être respectueux des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune prescription morale dans ce commandement juridique. C'est-à-dire que j'ai une infinité d'obligations envers autrui qui outrepassent très largement le respect de sa personne. Je lui dois l'affabilité, de l'aide si je suis en position. J'ai des obligations envers autrui, des obligations morales envers autrui, sur lesquelles la Déclaration des droits de l'homme est totalement muette. Et notre temps, alors pour le coup, fait de la morale à coup de déclaration des droits, en oubliant complètement qu'on entre dans la morale lorsqu'on outrepasse la déclaration des droits. Parce que respecter la personne, c'est sans doute le b.a.-ba de la morale, ou le prérequis, si on veut. Mais la morale exige de faire le bien des personnes. La morale exige de faire le bien positivement des personnes, de vouloir leur bonheur, leur bien-être. Or, la Déclaration des droits de l'homme, là-dessus, n'oblige à rien. Bon. Donc, c'est une grave lacune morale de notre temps que de vouloir faire la morale simplement à coup de respect du droit. Bon. Il y a d'ailleurs, même dans le terme même de respect, respecte-moi, quelque chose d'assez violent. Bon. Bon, alors ça, voilà, ça c'est une carence morale, mais carence morale très bien vue par les philosophes des droits de l'homme, mais qui n'est plus tellement aperçue aujourd'hui. Quand on fait de l'instruction civique ou morale à nos enfants, on la fait à coup de droit, mais jamais à coup de bien. Enfin voilà, faire le bien et pas simplement respecter le droit. Le droit c'est bien, mais le bien c'est mieux. Bon. Troisième difficulté. Et alors, pour le coup, elle est très très sérieuse, mais bon, toutes les difficultés sont sérieuses. Troisième difficulté, c'est que la Déclaration des droits de l'homme, cette idée d'un monde régi par les droits, s'inscrit dans un monde humain dans lequel il y a déjà des règles. Dans lequel il y a déjà des règles qui servent de normes aux comportements humains. Et ces règles qui sont déjà là, c'est ce que la philosophie appelle les mœurs. Bon. Alors, les mœurs, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les règles implicites que l'on remarque lorsqu'on les transgresse, lorsqu'on fait une bourde ou un scandale, si la transgression est forte. C'est tout cet ensemble de règles implicites, non écrites, qui véritablement structurent la société. Et la grande illusion, peut-être la plus grande illusion de la philosophie des droits de l'homme, c'est de penser pouvoir faire un monde à coup de droit, à coup de déclaration des droits. Comme si le droit suffisait et comme si le droit pouvait se permettre d'entrer en porte-à-faux vis-à-vis des mœurs. Alors, je prends un exemple qui est dans les têtes de chacun et qui est très parfait, l'exemple du voile intégral en France. Du point de vue du droit, il est clair, enfin pour moi c'est clair, je veux bien entendre les arguments opposés, mais il est clair que ça ne pose aucun problème de droit. Ça ne pose aucun problème de droit, c'est même déduit du droit à la liberté religieuse ou à la liberté de culte. Il est impossible en droit d'interdire à quelqu'un de porter le voile et même, pourquoi pas, le voile intégral. Bon.
c'est parfaitement déductible de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, si on veut un monde régi par les droits, il faut que ces pratiques cessent de nous choquer. Pourquoi ça choque en France? Et pourquoi en France et pas ailleurs? En France particulièrement, parce que la France, traditionnellement, depuis longtemps, peut-être depuis toujours, est la patrie des femmes, c'est-à-dire de l'exposition publique des femmes, voilà, dans l'espace public, dans les salons, à la cour, et que le français regarde de travers celle qui ne joue pas le jeu de cette exposition du féminin, et regarde un peu attristé. Alors, si on veut un monde totalement régi par le droit, c'en sera fini des mœurs, complètement fini des mœurs. Mais il se trouve que fondamentalement, alors je n'ai pas le temps de faire la démonstration, ça serait compliqué peut-être, mais les mœurs fondent réellement la société de manière bien plus essentielle. D'ailleurs, je crains bien davantage, 1000 fois davantage, me mettre en porte-à-faux vis-à-vis des mœurs que de me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la morale ou vis-à-vis du droit. Je pourrais avouer, bon, je me ferai engueuler ici peut-être, mais avoir une centaine de maîtresses, bon voilà. Du point de vue de la morale, c'est peut-être pas génial, mais je craindrais pas trop la transgression. Du point de vue de la... Je pourrais avouer rouler bien au-delà des limites autorisé, voilà, mais je viendrai pas faire cette conférence en mini-jupe, même si je pourrais le faire. Ça n'est pas interdit, mais ça n'est pas dans les mœurs. Et donc nous craignons bien davantage d'être en porte-à-faux vis-à-vis des mœurs que vis-à-vis du droit. C'est les mœurs qui tiennent la société. Voilà, donc ça c'est une vraie difficulté, de notre temps parce que nous ne voulons voir que les droits. Et donc on rentre dans des raisonnements très tarabiscotés pour essayer d'interdire des comportements qui sont parfaitement conformes au droit à l'aide de la seule référence qui est la nôtre, qui est le droit, parce que nous ne souhaitons pas jamais faire référence à l'ordre des mœurs. Bon. Voilà pour Hegel et voilà pour les critiques qu'on ne lui adresse pas, mais qu'on adresse à la Déclaration des droits, parce que lui, ces critiques les prend en charge. Et Hegel est le premier à dire que le droit doit être surpassé par la moralité et que la moralité doit être surpassée par le respect des mœurs. Parce que Hegel dit, les droits, c'est très insuffisant, mais la morale, c'est très infini, très indéfini. Aide ton prochain, fais son devoir, fais son bien, on n'en finira jamais. Alors que les mœurs, elles, me disent en toutes circonstances ce que je dois faire. Et il faut faire ce qui se fait, ne pas faire ce qui ne se fait pas, point trait. Donc voilà, c'est les mœurs qui sont le guide réel du comportement humain. Voilà, alors un mot maintenant, deuxième partie donc, de la critique de Marx. Marx est un hegelien dissident, c'est un personnage étrange qui a vraiment avalé la logique hegelienne et qui, avec cette logique hegelienne, tire des conclusions très très anti-hegeliennes. Alors, Marx est le critique le plus connu des droits de l'homme. C'est des choses que vous allez reconnaître très certainement. Pour lui, les États qui déclarent les droits sont les États chrétiens. Ce sont les États mystiques, mystificateurs. Ce sont les États qui croient au Verbe. Ce sont les États qui, malgré ce qu'ils souhaitent, malgré leurs intentions, parfois déclarées, n'ont pas réussi à se débarrasser de la religion. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de la religion, ils ont sécularisé la religion d'une certaine façon. Ils ont sécularisé la religion, c'est-à-dire il n'y a plus de Dieu, mais il y a un État. Cet État est nommé par un des théoriciens importants de l'État, Hobbes, le Dieu mortel. Donc on a affaire à un État. Il n'y a plus de prêtres, mais il y a des fonctionnaires. Il n'y a plus de baptême, mais il y a des concours. Il n'y a plus de théologiens, mais il y a des juristes. Bon. Et donc, cette espèce de religion séculière de l'État dont Marx se méfie beaucoup fait la même chose que la religion. La religion
Attention au moment technique, mais ça va aller. La religion, bon, c'est assez simple, distinguant l'homme, l'ici-bas et l'au-delà. Bon, donc il y a l'homme tel qu'il est dans sa vie ici-bas, faite de ses misères plus ou moins grandes, et puis il y a la destinée céleste de l'homme. Eh bien, l'État, dans l'esprit de Marx, fait exactement la même chose. Il y a d'une part l'homme qui est dans la société, avec une place particulière dans cette société, et il n'y a pas ni de liberté, ni d'égalité nécessairement dans cette société. Et puis il y a l'homme dans son identité juridique mystique. Il y a le plan d'égalité. Mais il y a le plan d'égalité, pour Marx, c'est un plan mystique, idéal. Bon. Et évidemment, vous voyez venir la suite, pour Marx, tout le discours des droits de l'homme est une espèce d'immense écran de fumée, de mystification pour dissimuler les inégalités et l'absence de liberté dans la société. Donc la doctrine des droits de l'homme est une doctrine idéologique qui sert à justifier et à dissimuler l'exploitation réelle de l'homme par l'homme. Bon. Parce que si on suit la doctrine des droits de l'homme, celui qui est le prolétaire dans la doctrine de Marx, c'est-à-dire qui n'a rien, aucun savoir-faire, aucun outil, aucune terre, il est sans famille, sans nation, celui qui n'a rien n'est lésé en rien. Il n'est lésé en rien parce que le brave monsieur qui n'a rien, ni savoir-faire, ni outils, ni compétences, qui est condamné à se vendre pour un salaire misérable, celui qui n'a rien n'est lésé en rien parce que voilà, c'est un être qui a des droits comme tout le monde. Voilà. Donc c'est un être qui a des droits comme tout le monde, donc je peux tranquillement et légitimement l'exploiter en paix, je ne lui fais aucun tort. Parce qu'il y a, sur un plan mystique, sur un plan idéologique, mais sur un plan irréel pour Marx, une égalité des droits. Donc la déclaration des droits a un effet... c'est une mystification qui a une vocation à dissimuler les rapports d'inégalité, d'absence de liberté qui sont dans la société. Parce que dans la société, dit Marx, si on l'étudie réellement, c'est-à-dire dans sa production, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de liberté parce que le prolétaire qui n'a rien est obligé de se vendre, il est condamné à se vendre et à se vendre au plus offrant, il n'aura pas le choix. Et il n'y a pas d'égalité parce qu'il va... il va toucher un salaire, mais il va rapporter bien davantage que son salaire. Donc, il se vend, mais c'est au bénéfice de celui qui l'achète, qui achète sa force de travail. Donc, il n'y a ni égalité, ni liberté dans la société, au sens réel, au sens matériel. Et donc, l'égalité et la liberté, on la trouve simplement sur le plan de la mystique des droits de l'homme. Qui est une mystique de juriste et qui est là pour nous empêcher de voir et pour nous consoler, nous divertir de la prise en compte de l'exploitation millénaire de l'homme par l'homme et de sa tentative et de la tentative qu'on pourrait vouloir d'amélioration. Bon. Donc, la critique de Marx a une postérité qui est considérable, parce que elle a donné lieu à une revendication de ce qu'on appelle les droits sociaux. C'est-à-dire que dans une non-fidélité à Marx, parce que Marx ne veut pas entendre parler des droits, dans une non-fidélité à Marx, le mouvement socialiste, ou même ce qu'on appelle la social-démocratie, désire adjoindre aux droits fondamentaux, que l'on ne renie pas, le droit fondamental à
à s'exprimer, à circuler librement, à être librement en possession de biens que je peux vendre librement, à croire librement. Donc ces libertés fondamentales, ces droits fondamentaux, il faut leur ajouter des droits sociaux. Des droits sociaux. Sans quoi ces droits fondamentaux resteraient abstraits. Par exemple, vous pouvez tout à fait dire, mon grand, tu as le droit de t'exprimer, mais tant que vous le dites, vous restez dans l'abstraction, parce que vous ne donnez pas à celui à qui vous donnez le droit les moyens de s'exprimer. Vous lui dites, tu as le droit de s'exprimer, mais il n'a ni les moyens linguistiques, ni les moyens théoriques de s'exprimer. Donc la seule manière de rendre concret, effective la liberté d'expression, c'est de dire, tu as le droit à l'école. Et comme tu as le droit à l'école, on va t'emmener à l'école, te donner une formation théorique, te donner les outils de déchiffrement des textes et d'art oratoire, et tu pourras réellement t'exprimer. Bon. Donc il faut ajouter, c'est toute la logique socialiste très rigoureuse en un sens, mais dans lequel le libéralisme strict ne veut absolument pas rentrer. Il faut ajouter aux droits fondamentaux ce qu'on appelle les droits de, parfois, droit de s'exprimer, droit de professer le culte que l'on veut, des droits sociaux, des droits A. Donc droit à l'éducation, droit à l'école, éventuellement droit au logement, etc., etc., droit à la santé. Bon, voilà. Donc là, vous avez une opposition terme à terme entre les libéraux d'un côté, qui, alors ils ne poussent plus parce qu'ils ont été vaincus finalement, mais les libéraux qui disent dès que vous outrepassez la définition formelle du droit, c'est la route vers la servitude, c'est la route vers la tyrannie, puisque dès que vous dites l'enfant a droit à l'école, bon, bah, il faut lever des impôts, il faut construire une école, il faut faire des programmes dans cette école, enfin bref, c'est la route vers l'État-providence et vers la soumission de chacun à cette école. Donc le libéral refuse absolument d'aller plus loin que ce qu'il appelle les droits formels, les libertés fondamentales. L'État doit respecter les libertés fondamentales, point très bas, rien d'autre. Tandis que les socialistes disent qu'il faut rendre concret, effective ces libertés fondamentales en leur ajoutant des droits sociaux. Bon, voilà. Alors évidemment, c'est dans ces droits sociaux que naît le vertige de l'illimitation. C'est-à-dire, c'est de là que pourrait commencer à poindre notre inquiétude en disant, bon, bah, où est-ce qu'on s'arrête ? Voilà, faut-il aller jusqu'à déclarer un droit au logement ? On parle de plus en plus de droit à l'enfant, droit à l'université, droit à la mort douce. C'est dans ce rivage des droits sociaux que se tient le péril de l'illimitation. Avec l'ambivalence, parce qu'on voit bien qu'il y a eu des mouvements historiques importants de conquête des droits, le mouvement des droits civiques aux États-Unis par exemple. Donc on peut pas déchirer d'un trait de plume ce mouvement d'expansion des droits, mais en même temps, la difficulté de droits qui s'étendent jusqu'à une indéfinition, illimitation, et qui viennent remettre en cause, au fond, les institutions. C'est-à-dire, par exemple, si on dit chacun a droit à l'université, c'est peut-être fort joli, fort généreux, mais il est fort probable que ça mette par terre l'université. Donc ça, c'est le moment de bascule. C'est le moment de bascule où l'extension des droits vient jouer contre l'institution. Non plus renforcer l'institution, légitimer l'institution, nous avons besoin d'une institution pour défendre les droits, mais au contraire critiquer l'institution. Bon. Et comment une institution peut-elle défendre des règles, des lois, des règlements, des traditions face à quelqu'un qui n'a qu'à la bouche la revendication des droits. Bon. Bien, donc voilà, je dirais le climat politique dans lequel on est, sans que l'opposition entre libéralisme strict d'un côté et socialisme plus ou moins expansif de l'autre soit tranchée. Mais cette opposition reste dans le même genre, comme on dit, et donc cette opposition ne propose pas
il me semble, une critique fondamentale des droits, parce qu'elle ne voit pas ce que je vais essayer de montrer, j'espère sans trop de péril, que le projet moderne qui s'inscrit dans cette revendication des droits, dans cette déclaration des droits, est bien d'en finir avec la loi. Bon, est bien d'en finir avec la loi. Si vous voulez, on passe d'un régime, pour ceux qui sont amateurs de psychiatrie, on passe d'un régime névrotique. Le régime névrotique, c'est la loi. C'est le régime où je suis sans cesse sous l'examen scrupuleux de la loi. Suis-je en règle avec la loi? C'est l'examen de conscience. C'est l'examen médiatisé, pourquoi pas, par un directeur de conscience. C'est l'examen catholique de conscience, le catholique inquiet. C'est pas l'examen protestant de conscience qu'il n'y en a pas. Le protestant est certain, lui, c'est bon, il est sauvé, il est born again, hop, il est sorti de cette affaire. Mais le catholique est dans un examen scrupuleux, constant par rapport à la loi. Bon, et ça c'est le régime névrotique, c'est-à-dire bon voilà, nous sommes assujettis à la loi, sous la loi, nous sommes libres mais sous la loi. Et donc, ça peut générer des frustrations qui sont les pathologies névrotiques. Bon. Et on passe du régime névrotique au régime psychotique. Le régime psychotique, c'est justement l'absence de loi. L'absence de loi au sens où le désir va comment dire ça, générer sa propre réalité. Ça n'est plus la loi du réel, le réel qui vient barrer la route au désir, mais le désir qui va générer sa propre réalité. Bon. Et je pense que, sous bien des égards, on bascule d'un régime névrotique, du frustré, à un régime psychotique, de celui qui, au fond, vit dans son monde. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de vie sans loi, de droit sans loi? Alors, je crois que c'est le fondement de notre malaise vis-à-vis de la notion de droit dans son extension. C'est que ce droit ne veut plus avoir aucun rapport avec la loi. Alors attention, évidemment, on peut être trompé parce qu'il y a des lois partout. Oui, mais les lois sont là les lois sont là pour défendre le droit. C'est-à-dire que les lois sont là complètement assujetties au droit. Il faut interdire tout ce qui contredit le droit. Il faut, dans le vocabulaire hegelien, nier tout ce qui vient nier le droit. Bon. Donc on va mettre des lois pour protéger le droit. Bon. Mais la loi, je dirais, la loi, c'est autre chose que simplement ce régime de droit. Bon. La loi, c'est ce qui m'assujettit, c'est ce qui fait de moi un être devant obéir et devant commander. C'est-à-dire la loi, elle me permet d'être dans la situation de commandement. Voilà, il faut tenir la loi, il faut s'en tenir à la loi, il faut faire ce qu'il faut faire, et elle me permet d'être dans le régime de l'obéissance. Et c'est bien le commandement et l'obéissance qui sont perdus. Il ne s'agit pas de commander ou d'obéir, il s'agit de jouir de ses droits. Bon. Alors, oui, il ne s'agit pas de commander, pas d'obéir, pas d'agir dans le commandement ou dans l'obéissance. Il y a deux modalités de l'action, le commandement ou l'obéissance. Il s'agit de jouir de ses droits. Et l'État n'est plus celui qui commande et qui commande d'obéir, l'État est celui qui protège les droits, qui sécurise, qui laisse l'individu jouir de ses droits, en défendant ses droits. Bon. Alors, donc, ce nouveau régime, enfin cette philosophie des droits de l'homme, disons, expansive, hégémonique, a en ligne de mire l'idée même de loi. Du moins, c'est ce que je pressens. Alors, pour le démontrer, pour tenter de le démontrer, on peut revenir à... je vous embête avec des auteurs, mais voilà, on peut revenir à un des personnages importants dans cette affaire, qui est Hobbes, et un des concepts importants de cette affaire, qui est l'état de nature.
la philosophie des droits de l'homme a besoin du concept d'état de nature, c'est-à-dire qu'il faut saisir les droits de l'homme en tant qu'homme. Je déduis les droits de l'homme. L'homme en tant qu'homme a des droits. Bon. Alors l'état de nature, c'est un concept de la philosophie politique moderne qui est assez simple, qui est au fond l'état d'avant l'institution, l'état d'avant l'état. Bon. Et dans cet état donc on invente l'état de nature, enfin non, on pense l'état de nature, on conceptualise l'état de nature, c'est-à-dire l'état d'avant l'institution, l'état où l'homme est à l'état de nature, bon, très bien, pour essayer de voir qu'est-ce qui nécessite le passage de l'état de nature à l'état civil, qu'est-ce qui fonde la légitimité de l'État, l'émergence de l'État. Bon. Eh bien, dans cet état de nature, chez Hobbes, il n'y a que des droits et aucune loi. Que des droits, c'est-à-dire que l'homme a le droit de faire tout ce qu'il est capable de faire pour protéger sa vie. C'est-à-dire que si dans cet état de nature, si je sens que le voisin a la volonté, même vague, de me faire du mal ou de me mettre à mort, j'ai le droit de manière préventive de le tuer. Bon. Nous sommes dans un état de nature dans lequel il n'y a aucune loi. Aucune loi, parce que Hobbes est rigoureux, l'état de nature, il n'y a ni bien ni mal, ni juste ni injuste, il n'y a rien, il n'y a que l'individu désireux de conserver sa vie. Or, il n'est pas irrationnel, si je veux conserver ma vie, pas du tout irrationnel même, de me livrer au meurtre préventif. Alors évidemment, c'est un état de nature qui va finir par devenir contradictoire ou difficile à vivre, puisque si chacun se mène la guerre, on est justement dans ce que Hobbes appelle la guerre de tous contre tous, donc il faudra en sortir par l'État. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cet état de nature, et on en est là au fond, l'homme a tous les droits, mais n'a jamais, en aucune manière, affaire à la loi. Et dans cet état, enfin dans l'état qui émerge de cet état de nature dans lequel et l'État est là pour protéger les droits, il n'y a aucune forme de commandement ni aucune forme d'obéissance. C'est-à-dire profite de tes droits. Profite de tes droits. Jouis de tes droits. Bon. Et nous t'épargnerons, si possible, toute violation de tes droits. Voilà. Mais ce que tu as à faire, ça n'est pas de te faire une place glorieuse, ce n'est pas de faire ton salut. Ce que tu as à faire, et uniquement ce que tu as à faire, c'est de jouir de tes droits. Et notamment de ton premier droit, qui est le droit à la vie tranquille. Et nous ferons tout, peut-être même en te faisant la picouse finale, si j'ose dire, pour te rendre la vie tranquille. Nous allons éliminer tous les obstacles sur le chemin de la vie tranquille. Bon. Et donc ça, c'est le règne du droit, au sens, voilà, bon, j'ai le droit d'abord à la vie tranquille, et l'État est là pour assurer cette vie tranquille. Bon. Alors, et je vais en terminer là, une des attestations de cette disparition de la loi qui a disparu, nous souhaitons au fond, enfin le projet moderne c'est celui-ci, vivre sans loi, qu'avec des droits, mais plus de loi. Ce qui atteste ça, c'est la place de la nature dans cette affaire. Puisque, au fond, l'homme qui a des droits, c'est quand même un homme qui a l'homme qui a des droits dans l'état de nature, là, il a le droit de conserver sa vie. Il y a une référence à la nature. Bon. Mais c'est une nature très particulière, une nature absolument minimale. C'est la nature de celui qui souhaite conserver sa vie. J'ai la même nature que le moustique, presque, qui souhaite conserver sa vie. C'est-à-dire ce qui nous rassemble tous, c'est cet état, cet élément de nature minimale qui est le désir de conserver notre vie. Cette nature-là n'interdit plus rien et ne prescrit plus rien.
Euh, C'est-à-dire que rien ne devient contre nature ou la nature ne nous incite à rien. C'est-à-dire que la nature, et nous en sommes vraiment là, devient une espèce de chose neutre, enfin, de pure forme plastique, dans lequel, enfin, à partir duquel chacun est sommé d'inventer sa vie. Et donc de se déterminer en toute autonomie et toute indépendance. Puisque la nature ne m'interdit rien, ne me prescrit rien. Même le fait, alors là, voilà, on est en plein dans le monde contemporain, même le fait d'être homme et non pas femme ne me prescrit pas de le devenir ou de l'être ou de me hisser jusqu'à la condition d'homme, puisque je pourrais, c'est toute ma liberté, si, et notamment si vous êtes sous le régime de droit argentin, si vous vous sentez femme, faire une déclaration au commissariat et décider d'être femme. Et cela, ça nous paraît, enfin ça c'est évidemment ça nous paraît un peu dérangeant, mais on se dit voilà, l'homme s'invente en toute liberté, toute indépendance, toute autonomie. Il se forme lui-même selon sa propre volonté, son propre désir, sans que la nature vienne en aucune manière ni interdire ni commander. Aucune exigence et aucun interdit. Bon. Et au fond, je crois que comment dire ça, oui, la revendication bruyante du mariage homosexuel a été aussi cela, c'est-à-dire la nature ne peut plus, ne doit plus, il est impossible qu'elle fournisse une norme aux comportements humains. L'homme est celui qui invente, l'homme est celui qui s'invente, et qui s'invente librement. Et donc, si je m'invente librement, je vais dans le sens de cette liberté, je fais quelque chose de ma liberté, sans aucun égard à quelque nature que ce soit, à quelque commandement que ce soit. Et c'est bien, à mon avis, cette situation, enfin ce point qui nous permet de comprendre un immense paradoxe de la philosophie des droits de l'homme, qui est le fait qu'elle nous permettrait normalement d'être extrêmement critiques sur toutes les cultures ou toutes les traditions qui rognent même un petit peu sur les libertés fondamentales. Donc elle nous donne une espèce de bazooka, de revolver armé pour critiquer toute forme de négation des droits fondamentaux, mais que nous ne nous en servons pas. On ne s'en sert pas. On a le pistolet, mais il n'est pas armé, on ne veut pas s'en servir, et on rougit de s'en servir. Et pourquoi ? Parce qu'au fond, même si la coutume nous paraît barbare et pas terrible, même si le mariage forcé, par exemple, c'est pas terrible, ou même si la rupture d'égalité entre hommes et femmes, c'est pas terrible, il y a l'idée que l'humanité s'invente elle-même en pleine souveraineté, en pleine liberté, dans une déliaison complète avec la loi et avec une nature qui aurait quelque chose à voir avec la loi. Et donc voilà, je crois que ce qu'on peut commencer à apercevoir, c'est que ce règne du droit est un règne qui entend exclure la loi et la traquer jusque dans ses derniers retranchements, afin d'assurer le règne de l'homme sur l'homme, en toute indépendance et toute autonomie, comme je l'ai dit. Voilà, et c'est cette conclusion que je préciserai volontiers avec votre aide que je m'interromps, que je m'arrête. Voilà. Et
je vais céder la place la parole à la salle pour m'aider peut-être à